Quand le V8 Ford 289 a fait irruption dans le monde de l'endurance, il n'a pas simplement participé, il a ridiculisé Porsche sur son propre terrain. À une époque où la marque allemande incarnait l'ingénierie de précision, ce petit bloc américain a exposé ses faiblesses au grand jour. C'est l'histoire d'un moteur Ford relativement modeste, né des chaînes de production de Détroit, qui a propulsé la GT40 vers des victoires légendaires et laissé Porsche chercher désespérément des réponses. On pourrait résumer l'affrontement à une guerre de budget, l'argent de Ford contre la passion de Porsche. Mais ce serait réducteur. Derrière ces triomphes se cachent des ingénieurs, des pilotes et des préparateurs animés par une obsession de performance. Ce récit est celui de leur combat acharné pour battre des icônes du sport automobile qui, jusque-là, semblaient imbattables. Pour comprendre pourquoi cette humiliation comptait autant, il faut comprendre la position de Porsche avant l'invasion de Ford. Porsche avait bâti son identité autour de bolides légers comme la 718, la 904 et plus tard les 906 et 907. Ces voitures étaient élégantes jusqu'à l'austérité. Des châssis tubulaires drapés de fibres de verre, propulsés par des 6 cylindres à plat et des 8 cylindres à plat aussi précieux que des bijoux qui hurlaient dans les hauts régimes. Au milieu des années 60, Porsche était devenu synonyme de régularité. Ils n'avaient peut-être pas la puissance brute des Ferrari, mais on pouvait compter sur eux pour terminer, souvent dans le top 10 et presque toujours vainqueurs de leur catégorie. Pour Porsche, l'endurance n'était pas qu'un sport, c'était une démonstration roulante de la supériorité de l'ingénierie allemande. La 908 était censée être la voiture qui élèverait Porsche des victoires de catégorie aux victoires absolues. Elle embarquait un tout nouveau 8 cylindres à plat de 3 litres, conçu pour respecter les nouvelles réglementations FIA des prototypes. Avec 350 chevaux dans une carrosserie pesant à peine plus de 600 kg, les chiffres semblaient imbattables. Les ingénieurs de Stuttgart croyaient que c'était leur année pour s'emparer de la couronne. Et puis, Ford débarqua avec la GT40 et un Windsor 289 obsolète. Le chemin de Ford vers Le Mans est né de l'amertume. En 1963, Henry Ford II était sur le point d'acheter Ferrari. L'accord était pratiquement signé quand Enzo Ferrari, peu disposé à abandonner le contrôle de son équipe de course, se retira au dernier moment. Cet affront mit Ford en rage. Il ne voulait pas juste rivaliser, il voulait écraser Ferrari là où ça comptait le plus, les 24 heures du Mans. Ford injecta de l'argent dans un programme de course comme Détroit n'en avait jamais tenté auparavant. Le projet GT40 vit le jour avec le savoir-faire britannique d'Eric Broadley et Lola, combiné au soutien financier américain, et plus tard, l'expertise course de Carroll Shelby. Au début, les résultats furent désastreux. Les voitures tombaient en panne, les boîtes de vitesse explosaient, Ferrari se moquait des échecs de Ford. Mais Ford a pris vite et bientôt la GT40 MK2, propulsée par un énorme big block de 7 litres, réalisa le célèbre triplé de 1966. Ferrari avait été battu, mais Ford n'en avait pas fini. Le changement de règle FIA en 1968, limitant les moteurs prototypes à 3 litres, aurait pu sonner le glas de la domination Ford. Mais une interprétation astucieuse du règlement maintint la GT40 en vie. Parce que plus de 50 châssis GT40 MK1 avaient été construits, ils furent homologués comme voitures de sport groupe 4. Cela signifiait qu'ils pouvaient légalement faire rouler des moteurs jusqu'à 5 litres. Et ainsi, le Windsor 289, légèrement étiré à 302 pouces cubes en version course, devint l'arme secrète de Ford. Dan Gurney n'était pas qu'un pilote de plus dans l'écurie Ford, c'était un penseur, un testeur et à bien des égards, la conscience du projet GT40. Avec son mètre 93, Gurney dominait la plupart des pilotes et dans une voiture aussi basse que la GT40, sa seule présence créait des défis de conception. Les ingénieurs durent ajouter la désormais célèbre Boss Gurney, une section surélevée du toit au-dessus du siège pilote, juste pour qu'il puisse rentrer dedans. Ce détail seul en dit long sur son importance centrale dans le programme. Ford était prêt à remodeler la voiture elle-même pour l'accommoder. Plus que sa taille, Gurney apportait quelque chose dont Ford avait désespérément besoin, des retours techniques approfondis. Ce n'était pas le genre de pilote qui se contentait de conduire la voiture et de dire si elle était bien ou mal. Il pouvait expliquer pourquoi la GT40 sous-virait dans les longs virages, pourquoi l'étagement se sentait mal au Mans, ou pourquoi la courbe de couple du moteur avait besoin d'ajustement. Les ingénieurs faisaient confiance à son avis et Shelby comptait sur lui pour faire le pont entre la puissance brute de Détroit et la finesse à l'européenne.
Ces innovations allaient au-delà de l'habitacle. On attribue à Gurney l'invention du volet Gurney, une petite lèvre fixée au bord de fuite d'une aile qui améliorait considérablement l'appui avec un minimum de traînée. Ce dispositif simple mais brillant changea l'aérodynamisme à jamais. En endurance, où la stabilité à plus de 320 km/h faisait la différence entre le contrôle et le désastre, la réflexion de Gurney influença directement les réglages des voitures. En 1967, Gurney offrit à Ford l'une de ses victoires les plus importantes. Faisant équipe avec A.J. Foyt, il pilota la GT40 MK4 vers une victoire dominante au Mans. Ce n'était pas le Windsor 289 qui propulsait cette voiture particulière, c'était le Big Block de 7 litres, mais le triomphe donna à Ford la crédibilité et la confiance pour maintenir le programme GT40 en vie. Sans cette victoire, les GT40 propulsés par le 289 de Gulfwire n'auraient peut-être jamais été engagés en 1968 et 1969. Même après 1967, l'empreinte de Gurney restait sur le programme. Son travail d'essai avec les premières GT40 les rendit plus fiables, mieux équilibrés et plus faciles à piloter sur 24 heures. Ce travail de fond porta ses fruits quand le châssis M15, soi-disant dépassé, équipé du V8 Windsor, stupéfia Porsche. Gurney ne pilota pas les voitures victorieuses en 68 ou 69, mais son influence était là à chaque tour. Les améliorations de fiabilité qu'il aida à mettre au point, les leçons aérodynamiques qu'il laissa derrière lui et l'aura de sa victoire de 1967 donnèrent de l'élan au programme GT40. Gurney incarnait le pont culturel au cœur de l'histoire. C'était un pilote américain qui prospérait en Europe, respecté par Ferrari, Porsche et les équipes britanniques. Il comprenait à la fois la force brute du muscle américain et la précision de l'ingénierie européenne. Dans ce sens, il était le miroir de la GT40, propulsé par le Windsor, un moteur américain dans un châssis européen, mélangeant deux philosophies en une voiture qui allait humilier Porsche. Alors, qu'est-ce qui rendait ce moteur si capable de tuer les géants? Sur le papier, il n'était pas remarquable. Un V8 à 90 degrés avec un bloc en fonte, soupape en tête et deux soupapes par cylindre, une technologie qui semblait rustique à côté des 8 cylindres à plat exotiques de Porsche. Mais le Windsor avait des avantages qui devinrent évidents en endurance. D'abord, il était compact et léger. Avec environ 170 kg à sec, il était à peine plus lourd que le 8 cylindres à plat de Porsche, tout en embarquant bien plus de cylindrée. Ces dimensions permettaient de l'installer facilement dans la carrosserie surbaissée de la GT40. Ensuite, il avait du couple. Pendant que Porsche devait monter ses moteurs à 8000 tours minute pour trouver la puissance, le 289 délivrait près de 540 Nm dans les moyens régimes. Ce couple signifiait que la GT40 pouvait jaillir des virages et, plus important encore, dominer la ligne droite des hunaudières. Troisièmement, il était durable. Le Windsor était un moteur produit en masse, construit pour survivre à des milliers de kilomètres sur les autoroutes américaines. Avec des modifications courses comme une compression plus élevée, une meilleure carburation et des arbres à cames de compétition, il pouvait tourner à plein régime pendant 24 heures sans la fragilité qui caractérisait Porsche. Les mécaniciens pouvaient facilement échanger les pièces et rien dans le moteur n'était trop délicat. Enfin, il était puissant. En configuration course, le Windsor développait entre 400 et 425 chevaux. Ça peut ne pas paraître extraordinaire comparé au V12 Ferrari ou au futur Porsche 917, mais face aux 350 chevaux de la Porsche 908, c'était décisif. L'édition 1968 du Mans fut reportée en septembre à cause des troubles politiques en France. Cette date tardive signifiait des conditions plus froides et humides, ce qui ajoutait à l'imprévisibilité. Porsche arriva confiant. Ils avaient plusieurs 908 soutenus par l'usine prêtes à remporter la victoire. Les GT40 Gulfwire, avec leur V8 Windsor, étaient vus comme des reliques. Peu croyaient qu'elles pouvaient tenir 24 heures, encore moins gagner. Dès le départ, la course se transforma en guerre d'usure. Les Porsche 908 étaient rapides dans les virages, mais elles souffraient des problèmes de jeunesse. Les défaillances mécaniques s'accumulaient, alternateurs, boîtes de vitesse et systèmes électriques tombaient en panne. Pendant ce temps, les GT40 tonnaient dans les lignes droites, ignorant la pluie et le froid. Pedro Rodriguez et Lucien Bianchi devinrent les stars de la course. Leur GT40 aux couleurs Golf, châssis 1075, roulait comme une horloge. Tour après tour, elle dévorait les hunaudières à plus de 335 km/h, creusant un écart que Porsche ne pouvait tout simplement pas combler. Après 24 heures brutales, la GT40 franchit la ligne d'arrivée en première position.
La victoire n'était pas seulement surprenante, elle était humiliante. Porsche avait amené sa machine la plus récente et la plus avancée, et elle avait été battue par une voiture propulsée par un V8 dérivé de la rue, venu de Détroit. Si Porsche espérait que 1968 était un accident, 1969 écrasa cette illusion. Ce fut l'année de l'une des arrivées les plus dramatiques de l'histoire du sport automobile. Porsche s'engagea avec une armada complète, incluant la nouvelle 917, un 12 cylindres à plat de 4,5 litres, produisant près de 600 chevaux. Sur le papier, la 917 faisait paraître la GT40 antique. Pourtant, le V8 Windsor avait un dernier chef-d'œuvre à livrer. Jackie Ickx, au volant de la GT40 Golf, fit les gros titres avant même le début de la course. Protestant contre le dangereux déparlement, où les pilotes sprintaient à travers la piste vers leur voiture, Ickx marcha lentement, se sangla soigneusement et partit en dernier. Sa prudence fut justifiée quand John Wolfe, se précipitant dans sa Porsche 917 non sanglée, s'écrasa mortellement au premier tour. La course devint bientôt un duel entre la GT40 d'Ickx et la Porsche 908 de Hans Herrmann. Heure après heure, ils bataillèrent, s'échangeant les positions dans une guerre impitoyable de rythme et de stratégie. Au dernier tour, tout se joua dans la ligne droite des Hunaudières. La Porsche, plus légère et agile, resta proche dans les courbes, mais quand la piste s'ouvrit, le V8 Windsor libéra son couple. Ickx surgit devant, repoussant Herrmann de quelques secondes seulement à l'arrivée. La marge était mince comme un cheveu, mais le message était dévastateur. Porsche avait tout balancé contre Ford. La 908, la toute nouvelle 917, toute leur puissance d'ingénierie, et avait quand même perdu face à une GT40 vieille de 5 ans propulsée par le V8 Windsor. Pour Porsche, ces défaites n'étaient pas juste des courses perdues, c'était une question de fierté. Toute l'identité de Porsche reposait sur l'idée que ses voitures étaient plus sophistiquées, plus soigneusement conçues, plus intelligentes. Perdre contre Ferrari était une chose, Ferrari était tout aussi aristocratique dans son approche. Mais perdre contre Ford, c'était différent. Ford était une marque grand public. Le Windsor était un V8 à tige et culbuteur qui avait ses racines dans une Mustang. C'était l'antithèse de la philosophie Porsche. L'humiliation résidait dans la simplicité de la victoire de Windsor. Il n'était pas exotique, il n'était pas élégant, il était bruyant, simple, fiable et brutalement efficace. Pendant 2 ans, c'est tout ce qu'il fallut pour empêcher Porsche d'atteindre la gloire au Mans. Les défaites de 1968 et 1969 forcèrent Porsche à évoluer. De l'humiliation naquit la 917, une voiture si puissante et si avancée qu'elle redéfinit l'endurance. Avec un 12 cylindres à plat produisant jusqu'à 630 chevaux, la 917 donna finalement à Porsche ses victoires absolues tant recherchées au Mans en 1970 et 1971. Ce fut la voiture qui établit Porsche comme le roi de l'endurance pour les décennies à venir. Mais même alors que la 917 dominait, le souvenir d'avoir été humilié par un moteur Ford produit en masse persistait. Les victoires consécutives de la GT40 restent une cicatrice dans l'histoire par ailleurs fière de Porsche. Le petit bloc Windsor a propulsé non seulement la GT40, mais aussi des légendes comme la Shelby Cobra, la Mustang GT350 et d'innombrables Hot Rods. Il devint un pilier de la culture performance américaine, prisé pour son équilibre entre puissance et durabilité. Même aujourd'hui, on s'en souvient comme l'un des plus grands moteurs de Ford. Mais son héritage ultime sera toujours lié au Mans. Le 289 Windsor prouva que parfois, la solution la plus simple est la plus dévastatrice. Il prouva que le muscle américain pouvait conquérir la finesse européenne. Et il laissa derrière lui l'un des chapitres les plus iconiques de l'histoire de la course. Le Ford 289 Windsor n'a pas seulement gagné des courses, il a brisé les certitudes. Il a montré qu'un V8 à tige et culbuteur, produit en masse pour les voitures de route, pouvait se dresser au sommet de la plus grande scène automobile mondiale. Il humilia Porsche pas une fois, mais 2 fois, à un moment où Porsche se croyait destiné à la domination. Au final, le V8 Windsor représente plus qu'un moteur. Il représente l'audace de la mission Ford, le choc culturel entre l'Amérique et l'Europe, et cette vérité intemporelle que la course se décide non par la réputation, mais par la performance. Pendant 2 ans, à la fin des années 60, le Windsor fut inarrêtable. Pendant 2 ans, il laissa Porsche humilié, et pour l'éternité, on se souviendra de lui comme le petit V8 américain qui conquit l'Europe. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Quelle histoire pensez-vous être la plus grande surprise ?
La GT40 propulsée par le Windsor de Ford, qui humilia Porsche à la fin des années 60, ou le comeback de Porsche avec la 917, qui réécrivit l'histoire juste un an plus tard? Donnez-moi vos avis dans les commentaires ci-dessous, parce que je veux entendre votre point de vue sur quel héritage brille le plus. Si vous avez apprécié cette plongée en profondeur, n'oubliez pas de liker cette vidéo, abonnez-vous pour plus d'histoires légendaires de course et activez la cloche pour ne jamais manquer un upload. Merci d'avoir regardé, on se revoit dans la vidéo que YouTube vous suggère à l'instant. C'est probablement l'histoire de la Ford 427 et de son duel inoubliable avec Ferrari, une excellente suite à cette vidéo. À tout de suite.